Près de 16 000 athlètes représentant 206 nations et territoires et concourant dans 47 disciplines, mais aussi plus de 15 millions de visiteurs. Ça y est, après un siècle d'absence, les Jeux Olympiques et Paralympiques sont enfin de retour à Paris. Mais avec cette fois-ci l'ambition de laisser un héritage différent. Plus question de construire à tout va des infrastructures pharaoniques au réemploi futur incertain. L'image de stades et autres installations sportives à l'abandon dans certaines anciennes villes hautes agit désormais comme un repoussoir et le mot d'ordre est aujourd'hui la durabilité. Comment mettre en œuvre ce nouvel idéal olympique ? Plus largement, comment le sport contribue-t-il à l'atteinte des objectifs de développement durable ? On en parle aujourd'hui dans Grandes Lignes. Grandes Lignes, le podcast de la recherche sur le développement. Et pour en parler, nous avons aujourd'hui le grand plaisir de recevoir Jérémy Pellet, directeur général d'Expertise France et également membre du comité d'audit de Paris 2024. Jérémy Pellet, vous êtes co-auteur avec Ibrahim Awad d'une étude intitulée Paris 2024, Dakar 2026 et après bâtir un olympisme durable qui est publié aux éditions de l'Agence française de développement. Bonjour Jérémy Pellet, bienvenue dans Grandes Lignes. Bonjour. Alors, Jérémy Pellet, si les problématiques liées au développement durable n'ont longtemps pas ou peu été intégrées dans l'organisation des grands événements sportifs mondiaux, ces enjeux, aujourd'hui, sont pris en compte de manière beaucoup plus structurée, beaucoup plus frontale. Quelles sont, selon vous, les principales raisons de ce changement d'approche ? C'est d'abord un changement sur la définition même, la conception du développement durable. Depuis 2015, depuis Addis Abeba, les Nations Unies ont redéfini ce qu'est le développement durable autour de grands principes, les objectifs de développement durable. Il y en a 17 sur l'éducation, la santé, l'économie, bien sûr, la gouvernance. Et cet agenda mondial pour 2030, il définit un certain nombre d'environnements, dont le sport, qui joue clairement un rôle principal. Donc ça, c'est évidemment un élément du changement très important. Le deuxième, il date aussi de 2015, c'est l'accord de Paris sur le climat, le fait que les pays intègrent dans leur stratégie bas carbone de long terme tous les éléments qui contribuent à réduire le risque climatique. Et évidemment, les grands événements sportifs doivent s'inscrire dans cette dimension-là. Et puis, il y a une troisième dimension qui est très importante, c'est le secteur privé lui-même, qui joue un rôle majeur dans le sport. C'est l'argent qui est apporté pour une partie importante de ces grands événements sportifs et qui intègre dans le marketing sportif, dans les redevabilités, des éléments de durabilité et qui font aussi pression sur les organisations internationales pour faire en sorte que les Jeux soient plus durables. Donc tout ça se cristallise en particulier dans le mouvement olympique international qui avait entamé cette réflexion depuis les années 2000, mais qui l'a redéfini en 2016, après le sommet d'Addis Abeba. Et les Jeux Olympiques de Paris sont les premiers événements olympiques à avoir été conçus dès l'origine, après ces grands événements sur le développement durable. Et donc cette notion de durabilité, elle est évidemment très importante. Elle sera aussi très importante pour les Jeux Olympiques de la jeunesse à Dakar en 2026. Et nous en parlerons un peu plus tard dans cet épisode de Grandes Lignes. Si l'on se place, Jérémy Pellet, dans cette optique de durabilité, quels sont les facteurs de risque qu'il faut prendre en compte pour permettre aux grands événements sportifs, et notamment bien sûr aux Jeux Olympiques, d'appuyer, voire même d'impulser des changements vertueux en matière environnementale, en matière sociale ? Alors évidemment, on pense souvent aux grands facteurs de risque. Il faut aussi dire que le sport est un formidable levier de développement, un formidable vecteur de changement sur les pratiques. L'audience, d'abord, les Jeux Olympiques, c'est l'événement mondial le plus suivi sur la planète, sans doute plus de 3 milliards de téléspectateurs à Paris. Et puis, le sport, c'est un vecteur de santé, c'est un vecteur d'inclusion sociale, d'égalité hommes-femmes, et c'est un facteur de richesse aussi, 2,6% du PIB en France, ce n'est pas négligeable. Donc, c'est un vecteur formidable de transformation. Il y a des risques associés. Ces risques, ils sont de 3 ordres. On a d'abord, pour les grandes compétitions internationales, un sujet d'infrastructure. Lorsque vous organisez des Jeux Olympiques, le Comité international olympique vous donne des règles, des standards qu'il faut respecter. Évidemment, ces standards qui contiennent, par exemple, les jauges de public, qui doivent être dans les enceintes sportives, conduisent à la construction d'infrastructures. Si ces infrastructures sont pérennes, elles peuvent
ensuite être disproportionnées pour une utilisation quotidienne. C'est ce qu'on appelle les éléphants blancs. Et évidemment, c'est ce qu'on souhaite absolument éviter. Il faut travailler sur l'utilisation future de ces infrastructures. Ça, c'est le premier risque. Il y a un deuxième risque qui est le bilan social et environnemental des compétitions elles-mêmes, comment on les organise, comment on les gère. Et puis un troisième risque qui est lié aux spectateurs et essentiellement leurs déplacements pour arriver au bilan climat des Jeux. Donc ces risques, ils sont bien identifiés, ils sont bien documentés. Beaucoup de chercheurs d'ailleurs s'y intéressent. On cite dans notre policy paper de nombreux articles scientifiques sur la question. Et l'avantage des Jeux Olympiques, c'est qu'ils sont récurrents, ils sont tous les 4 ans, donc on peut améliorer, on peut tirer le bilan des éditions précédentes pour essayer d'intégrer cette approche dans toutes les dimensions, climat, biodiversité, et rien ne s'improvise. Il faut essayer de prendre toutes ces dimensions dès l'origine. C'est ça la leçon des Jeux. Absolument. Alors, cet épisode est enregistré 3 jours avant le début des Jeux Olympiques Paris 2024, mais il est sans doute déjà possible de tirer des leçons en termes de durabilité de l'organisation de cette édition, aussi bien en ce qui a trait à la construction des infrastructures qu'en ce qui concerne l'organisation des Jeux à proprement parler. Jérémy Pellet, quelles leçons peut-on déjà tirer de Paris 2024 en matière de durabilité ? Alors peut-être commencer par dire que le développement durable a été inclus dès l'origine, dès la candidature de Paris 2024, et c'était un élément qui avait été mis en avant par Tony Estanguet et son équipe pour la candidature des Jeux, appuyé par des partenaires, VVF France, qui avait travaillé sur les éléments climat-biodiversité, d'autres partenaires, une ONG comme Play International, avec 2 mots d'ordre pour les Jeux, frugalité et réversibilité. Donc l'idée, c'était de faire en sorte que Paris, qui est une ville qui dispose déjà de beaucoup d'éléments d'infrastructure, on pense à Roland-Garros pour les compétitions de tennis, on pense au Stade de France, on pense au Parc des Princes, etc. Beaucoup d'espace pour les congrès, réutilise au maximum ces éléments-là. Et pour en faire des infrastructures qui répondent quand même au cahier des charges du CIO. Ce qui fait d'ailleurs que les Jeux se sont organisés de manière un peu différente de d'habitude, c'est-à-dire qu'il y avait moins de budget et de travail sur la construction d'infrastructures et plus sur la négociation avec des partenaires qui, du coup, devaient répondre à ce cahier des charges. Ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément, c'est que on change un peu la notion de durabilité, en fait, pour les Jeux. Longtemps, la durabilité, ça a été qu'est-ce qui reste des Jeux après les Jeux. Et finalement, on en vient à une définition de la durabilité qui est plus il y a de temporaire et plus on est durable pour la planète. Ça, je pense que c'est une leçon vraiment très, très importante. C'est une première leçon. La deuxième, c'est qu'évidemment, il faut inclure dans ce qui va rester des Jeux, aussi bien du côté de la société de livraison des grands ouvrages olympiques, la Solidéo, que du comité d'organisation de Paris 2024, s'assurer que toutes ces constructions et cette organisation s'intègrent dans une redevabilité environnementale, climatique et sociale. Et ça a été structuré au sein même du comité d'organisation des Jeux, avec 2 directions, une en charge de l'héritage, l'autre de la durabilité, 3 dimensions essentielles, l'inclusion et l'engagement, l'engagement citoyen et puis la transformation écologique, et une méthodologie de calcul, notamment du coût carbone, de chacun des éléments qui ont constitué les Jeux, pour faire en sorte que ce bilan carbone il soit le plus proche possible de zéro. En termes d'impact, on le verra après les Jeux. Ce qu'on sait, c'est que la construction, l'organisation et le déroulement des Jeux, ce sera à peu près 1,5 million de tonnes équivalent carbone. Ça correspond quand même à une baisse significative par rapport aux éditions précédentes, qui étaient plutôt autour de 3,5 millions de tonnes CO2 pour les plus frugales, j'ai envie de dire. Et puis un objectif de Paris 2024 qui est de faire en sorte que l'intégralité de ces émissions carbone soit compensée. Évidemment, cela suppose
d'être certain de la qualité de la compensation et surtout de tirer un bilan, un audit de tout ça une fois que les Jeux seront terminés, pour ensuite, pour les prochaines éditions, pour Los Angeles, pour les Jeux Olympiques de Dakar de la jeunesse en 2026, pouvoir dresser le bilan de tout cela. Absolument. Alors, s'il y a un site qui est à ce titre très intéressant, c'est celui du village olympique. Quelles ont été les innovations en termes de durabilité dans la conception et dans le fonctionnement prévu de ce lieu dont l'importance est évidemment centrale pour les athlètes? Le village olympique, c'est toujours un peu l'image des Jeux, et en l'occurrence, ça a été un laboratoire d'innovation. C'est toujours l'image des Jeux parce qu'il y a des villages olympiques depuis les premières éditions des Jeux modernes. C'est une invention de Pierre de Coubertin, et il transforme souvent la ville elle-même. On pense à Barcelone, on pense à Grenoble, qui était une ville ouvrière qui passait à une ville beaucoup plus dynamique, tournée vers le tourisme, etc. Donc les Jeux et les villages olympiques en particulier sont souvent des laboratoires d'innovation sociale et d'innovation environnementale. C'est le cas ici à Saint-Denis, puisque le village des athlètes, il se situe sur l'île Saint-Denis, qui a été entièrement rénové pour l'occasion, avec un objectif qui est d'en faire un village totalement neutre en carbone. Donc pour ça, il y a eu un travail très important de la Solideo sur les matériaux de construction adaptés au changement climatique, beaucoup de bois, beaucoup d'énergie géothermique et solaire pour alimenter le village, un traitement spécifique sur la réutilisation des eaux usées, l'intégration de la biodiversité aussi, élément important à la fois sur l'accueil d'oiseaux, 9000 arbres plantés sur le village, etc. Donc tout un tas d'innovations, j'en oublie, qui serviront ensuite à l'ensemble du territoire français pour tester un certain nombre de matériaux qui ont été développés. Et puis, ça, c'est ce qu'est le village des athlètes aujourd'hui. Après les Jeux paralympiques, il sera transformé en logement, à peu près 2500, en commerce, il sera transformé en bureau, résidence étudiante, un parc de 3 hectares. Donc, évidemment, la réutilisation du village, elle est déjà inscrite. Elle devrait permettre de faire un bond de plusieurs années, en réalité, sur la rénovation de ce quartier. Les élus de Seine-Saint-Denis et les urbanistes pensent qu'on a gagné entre 5 et 10 ans avec la construction de ce village sur la rénovation de cette partie de la Seine-Saint-Denis. Après Paris cette année et avant Los Angeles, la flamme olympique s'arrêtera en 2026 à Dakar pour les 4e Jeux olympiques d'été de la jeunesse, les JOJ. Jérémy Pellet, quelles sont les ambitions que s'est fixées Dakar 2026 en matière de développement durable par le sport ? Comme nous l'avons expliqué dans notre policy paper avec Ibrahim Awad, l'ambition de Dakar, qui est, je le répète, le premier événement olympique sur la terre africaine, c'est quand même étonnant qu'il n'y en ait pas eu avant. L'ambition, c'est d'en faire un événement mobilisateur de la jeunesse africaine et mondiale, et bien sûr un catalyseur de l'énergie de ce continent, avec des standards qui sont les standards d'aujourd'hui en termes de développement durable. Donc ces Jeux olympiques, ils se dérouleront en pratique sur 3 villes hôtes, Dakar, Diamniadio et Saly, dans lesquelles on aura un certain nombre de réhabilitations d'infrastructures sportives existantes qui, une fois que les Jeux olympiques de la jeunesse se seront déroulés, bénéficieront à l'ensemble des Sénégalais, des infrastructures de proximité, une nouvelle piscine olympique pour Dakar, et puis la réhabilitation du stade Iba Mar Diop qui accueillera aussi un grand nombre de compétitions. Donc, l'objectif du Sénégal, c'est de faire de ce projet un exemple en termes d'environnement, en termes de politique sociale qui s'inscrit dans toutes les politiques publiques du Sénégal sur ces questions, qui se sont structurées depuis de nombreuses années, en faisant en sorte d'inscrire aussi cet héritage
comme pour Paris 2024, dans la gouvernance de l'organisation de Dakar 2026 et de montrer que ces grands événements internationaux, ils ne sont pas limités aux pays du Nord. Ils peuvent aussi s'organiser partout dans le monde, à condition évidemment d'intégrer ces dimensions de développement durable dès l'origine dans le projet de compétition internationale. Comment est-ce que le groupe AFD, et notamment Expertise France, appuie Dakar 2026 et ces Jeux olympiques de la jeunesse ? Il y a eu une collaboration très tôt entre Paris 2024 et Dakar 2026 pour faire en sorte de passer le témoin, comme on dit en relais. Et ça se fera d'ailleurs également avec les Jeux de Los Angeles. Le groupe AFD, il appuie cette ambition de Dakar, il appuie cette ambition financièrement avec un prêt de 60 millions d'euros qui servira à la rénovation des principales infrastructures qui accueilleront les Jeux olympiques de la jeunesse. Il se fait aussi à partir d'un appui technique porté par Expertise France sur le comité d'organisation de Dakar 2026, et puis la volonté de travailler avec l'ensemble des acteurs du développement pour faire de ces Jeux une vitrine de l'organisation d'un événement de niveau olympique pour la première fois sur le continent africain. Généralement, cette problématique, le sport au service du développement, on sent qu'elle vous tient beaucoup à cœur. Elle me tient à cœur, effectivement, pour plusieurs raisons. D'abord, il se trouve que je suis sportif moi-même. Je suis un coureur de fond et je participerai au Marathon pour tous qui se tiendra pendant les Jeux olympiques. Il me tient aussi à cœur parce que, vous l'avez rappelé, je suis membre du comité d'audit de Paris 2024 à titre personnel depuis l'origine, depuis près de 6 ans. Et donc j'ai accompagné cette formidable aventure collective qui est l'organisation d'un événement de taille planétaire comme les Jeux olympiques. Et puis c'est aussi une thématique qui, dans mes fonctions à l'AFD, à Expertise France, m'a toujours motivé pour faire du sport un levier de développement durable, et je suis persuadé que ça reste un vecteur de développement extrêmement puissant. Absolument. D'ailleurs, le groupe AFD et Expertise France ont des engagements très forts en matière de sport pour le développement durable. Quels sont ces engagements, brièvement ? Alors, le groupe AFD travaille sur la thématique du sport et du développement depuis 2017. Et sous l'impulsion de son directeur général, Rémi Rioux, l'AFD a fait du sport un des axes stratégiques de son action. Alors, ça s'est traduit par le financement de nombreux projets, en Afrique notamment, sur l'égalité entre les hommes et les femmes, sur la santé, sur l'éducation via le sport, le financement d'infrastructures, en prêt comme au Sénégal, on en parlait tout à l'heure, ou en Afrique du Sud. Et puis, l'AFD a monté aussi une plateforme partenariale, Sport en commun, pour connecter le monde du sport avec le monde des banques de financement. Et nous avons mis en œuvre du côté d'Expertise France avec l'AFD, avec la NBA, un projet sur le basket en Afrique pour faire en sorte d'utiliser cette marque mondialement connue pour pousser les sujets d'éducation. Et nous continuons à Expertise France à déployer un réseau d'experts dans le monde pour accompagner les gouvernements sur cette thématique de sport et de développement. Et pour clore cet épisode de Grande Ligne, comment s'assurer que cet effort consenti sera bien durable ? Alors c'est une question absolument essentielle. Elle va faire l'objet du premier sommet mondial sur le sport et le développement durable qui se tiendra jeudi prochain, veille de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques. Elle réunira 500 participants, beaucoup de chefs d'État, avec le Comité international olympique. Et pour la première fois, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on arrive à concrétiser cet engagement de faire du sport un accélérateur de développement durable au service des générations futures. Et donc, il y aura la condition pour participer à ce sommet, c'est de s'engager, de signer une charte avec 10 engagements, par exemple investir dans des infrastructures sportives, scolaires de proximité, valoriser les bienfaits du sport dans la santé physique et mentale, et faire en sorte que cette action, ce mouvement qui a été engagé
à partir de Paris 2024, ils se poursuivent dans les éditions futures des Jeux Olympiques et de manière générale dans toutes les grandes compétitions sportives internationales. Merci à notre invité Jérémy Pellet, à Ibrahim Awad également. Je vous invite à lire leur étude publiée aux éditions de l'Agence française de développement, qui est disponible en libre accès sur le site de l'institution édition.afd.fr. Merci également à Ronan Corlet, à Nicolas Jacquemart chez Expertise France, à Éric Thauvin et à Carla Saez aux éditions de l'Agence française de développement. Excellente célébration olympique à toutes et tous. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à Grande Ligne sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne rien rater de l'actualité de la recherche sur le développement.